秀夫体操第一よーいドン全力疾走もっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour. Bonjour Mario 86. Rebonjour. Donc on est ici pour entamer la deuxième partie sur Super Mario Kart. Exactement. Dans la première partie on a vu les techniques de conduite, tout ce qui avait été découvert depuis 2001-2002 sur le jeu. Voilà. Et tout ce qui permettait de gratter du temps en time trial, Exactement. qui est un des 4 modes de jeu. Là aujourd'hui, dans cette émission, on voit comment on met un peu en application ça en Grand Prix, comment on fait du match race et des battles. Alors le battle, en fait, le concept du battle, c'est super simple. Il faut exploser les 3 ballons qui sont autour du kart de l'adversaire. Comment exploser un kart? Soit en lui envoyant une carapace verte, soit une rouge, soit en le faisant rouler sur une banane, soit en le touchant avec une étoile. Ça, c'est les bases. Ok. On peut aussi utiliser dans ce mode une plume, un champignon ou un fantôme. Ce sont des options qui ne permettent pas de faire perdre un ballon directement. Néanmoins, avec le champignon, on peut pousser l'adversaire, éventuellement parfois sur une carapace, même si c'est quand même très rare. Oui. La plume permet surtout de sauter par-dessus tous les murets, puisque les circuits de battle, en fait, ce sont des circuits carrés sous forme de labyrinthe qui n'ont rien à voir avec les 20 circuits de base, c'est plus des arènes qu'autre chose, en fait. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, on est emprisonné dedans. Et le fantôme, c'est l'option la plus vicieuse du jeu, probablement, parce que ça permet de voler l'option de l'adversaire. Ouais. Par exemple, quand vous voyez votre adversaire une rouge et que vous avez un fantôme, s'il ne réagit pas à temps, vous pouvez lui piquer sa carapace rouge. Et donc après, en faire un peu ce que vous voulez. Voilà. Donc, ce qu'on va voir surtout, en fait, parce que c'est vraiment le principal, c'est comment utiliser aussi bien dans le sens de l'attaque que de la défense, les carapaces rouges et les carapaces vertes. La carapace verte, on la balance comme ça, elle suit une trajectoire rectiligne au départ, et selon les rebonds qu'elle connaît sur les murs ou pas, elle va traîner un peu sur le circuit. Ouais, elle va vivre sa vie un peu. Voilà. Tandis que la carapace rouge, elle a une durée très limitée parce qu'elle est prévue pour percuter le kart adverse en battle. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle va se diriger automatiquement sur le kart. Elle a une tête chercheuse. Sauf que évidemment, ça a quand même ses inconvénients, mais aussi ses avantages pour la technique du jeu. C'est-à-dire qu'il suffit pas de se pointer complètement à l'autre bout du circuit, de balancer bêtement sa rouge, parce que la carapace de chercher à faire le chemin le plus court possible. D'accord. Et donc, elle va se bouffer le mur et elle va y laisser sa peau parce qu'une carapace rouge ne peut pas rebondir. Voilà. Une carapace rouge, si elle cogne un mur ou n'importe quoi, elle est morte. Le moyen le plus simple d'envoyer une rouge, c'est quand même d'être relativement près de son adversaire. Donc le mieux, c'est de le voir quand même, l'adversaire. Il faut avoir l'adversaire à portée de vue, avoir un bon angle en fait, même si c'est absolument pas indispensable, dans le sens où quand on commence vraiment à tâter au battle, on peut envoyer des rouges à distance, certes, quand même relativement respectable, mais les envoyer par exemple en ayant 2-3 couloirs d'écart avec l'adversaire et parvenir quand même à viser le couloir dans lequel il se trouve sans que la carapace ne cherche à prendre la trajectoire la plus courte, c'est-à-dire sans chercher à couper les murs. D'accord. Comment faire? En fait, là c'est vraiment une question de connaissance de la physique du jeu, en fait, de savoir comment réagissent les cartes au niveau de l'inertie et tout ça. Parce que la carapace rouge, il faut savoir que c'est son angle de départ qui va vraiment déterminer en fait la trajectoire qu'elle va prendre par la suite. D'accord, donc la direction dans laquelle le kart va. Voilà, la carapace rouge en fait, elle va chercher en fait à prendre une espèce de trajectoire parabolique si par exemple on se trouve dans un couloir et que l'adversaire a 2-3 couloirs sur la droite ou sur la gauche. Et donc cette espèce de trajectoire circulaire, plus le kart sera en dérapage, plus elle va être différente. Et si on prend un virage en tournant par exemple vers la droite et qu'on balance la carapace en dérapant vers la droite mais que l'adversaire est à gauche, on a des chances d'arriver à lui faire générer une espèce d'ellipse en fait, d'un très grand virage, parce qu'elle va légèrement partir sur la droite vu qu'on est à droite, mais elle va revenir sur la gauche et comme elle va quand même très vite et qu'elle fuse, elle est obligée de prendre elle-même une trajectoire qui ne sera pas droite, qui sera donc un peu en ellipse, en parabole, et donc revenir avec de la chance ou du talent si on maîtrise bien le truc vers le couloir où se trouve l'adversaire. D'accord, et donc là on peut éviter des obstacles qui sont entre les deux cartes en faisant ça. Exactement, on peut tout à fait envisager, en ayant plusieurs couloirs d'écart, d'envoyer une rouge sur la tronche de l'adversaire. En général, ces rouges-là vont très vite, elles arrivent souvent de front et elles sont
très très dur à éviter, pour ne pas dire impossible. Et puis il faut surtout pas oublier que c'est pas parce qu'on est devant l'adversaire qui est derrière que la rouge ne va pas chercher à l'atteindre. Si on est devant l'adversaire, elle va partir, pas vraiment en arrière, mais on va la lancer en avant et elle va faire tout de suite un créneau pour repartir en arrière. Elle va faire une petite trajectoire avant de... Voilà. Un moyen très spectaculaire comme d'envoyer une rouge à un adversaire qui se trouve derrière, c'est, même si on n'est pas dans un virage, de prendre tout à coup la corde à mort, de déraper comme un taré pour se remettre face à l'adversaire et lui envoyer la rouge de face. Là, l'effet est garanti parce que non seulement c'est spectaculaire, mais en plus ça va vite et là, l'adversaire en général il s'y attend pas forcément. D'accord. Il faut savoir aussi que donc, les carapaces rouges, évidemment, le battle ne serait pas aussi passionnant si on n'avait pas trouvé aussi tout un tas de moyens de les éviter. Donc ces techniques d'esquive en fait sont assez nombreuses. Par exemple, si l'adversaire arrive un peu de front ou alors qu'il a bien vu l'angle pour se dire il est au bout du petit couloir, je vais essayer de lui balancer, je suis qu'à 2 couloirs de là. Et bien si on se coince bien derrière le mur, comme on peut le voir sur certaines vidéos, le personnage peut être protégé par un bout de mur, la carapace va arriver de face, et elle va chercher à prendre le chemin le plus court, elle va pas chercher à contourner le mur, et donc elle va se viander dans le mur. Parce que ce qui est surtout important de rappeler, c'est que les deux joueurs voient chacun voit ce que l'autre fait. Exactement. On peut aussi anticiper par rapport à ça. Ah, voilà. Alors, les joueurs en général ont tendance à avoir une espèce de système de double vision, c'est-à-dire ils regardent leur écran, mais ils regardent aussi l'écran de l'adversaire. C'est costaud. Un bon joueur en multiplayer SMK est un joueur qui forcément maîtrise cette capacité à regarder les 2 écrans à la fois. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire qu'on se concentre presque plus sur la conduite de l'adversaire pour éventuellement anticiper là où il va aller pour pouvoir le piéger et aussi regarder où est-ce qu'il va se mettre, qu'est-ce qu'il va tenter de faire, parce que finalement il n'y a qu'en fonction de ce que lui il fait qu'on peut prévoir nos attaques et évidemment aussi prévoir comment on va réagir aux attaques qu'il va lancer. D'accord. Pour éviter les rouges, ça paraît très con et franchement on se dit non ça passe ça, et oui on peut sauter par-dessus les rouges. C'est un truc qui peut arriver de temps en temps par hasard. Mais alors ça c'est une technique qui a été popularisée par un joueur français qui s'appelle monsieur Olivier Perrault, et donc on a appelé ça la technique de Perrault. D'accord. Et c'est une technique qui vise à sauter par-dessus une carapace rouge en fait. Quand elle arrive, surtout en général de face ou vraiment de 3/4, de sauter vraiment au moment où elle arrive ou de faire un petit saut de côté pour l'éviter. C'est très tendu, franchement c'est vraiment pas évident à faire, mais c'est très spectaculaire et ça met vraiment en rage l'adversaire qui gâche une rouge qui pourtant avait l'air de bien partir. Donc, on peut esquiver les carapaces rouges. On peut esquiver les carapaces rouges. C'est énervant mais ça marche. On peut aussi, alors ça par contre c'est un truc que beaucoup de gens savent, je crois que je vais pas apprendre grand chose, on peut se défendre avec une peau de banane ou une carapace verte. Donc on pose la peau de banane derrière soi, on pose la carapace verte en appuyant sur le bouton bas pendant qu'on la sort. Si la rouge arrive au dernier moment et qu'on pose sa carapace, là c'est bon, normalement la rouge elle n'aura pas du tout le temps de réfléchir ou de contourner. Surtout si c'est bien sur la trajectoire. Cela dit, on va voir une vidéo où ça suffit pas toujours. Là on voit clairement la verte elle n'a pas été forcément bien posée, la carapace a pris un angle de fou et en plus malheureusement derrière il y avait une deuxième rouge et du coup là c'est fini. D'accord. Alors en battle, faut quand même aussi très bien savoir maîtriser les carapaces vertes, parce que moi personnellement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en battle, se prendre une rouge, ça fait mal, c'est énervant, mais se prendre une verte, ça l'est encore plus, parce que sauf si on tombe sur un adversaire qui fait un coup merveilleux comme on peut en voir là, c'est-à-dire une verte envoyée avec un angle magnifique, parce qu'on peut en dérapant deviner un peu l'angle dans lequel elle va partir et donc viser l'adversaire, et là c'est vraiment le coup royal parce que c'est beau. C'est beau. On peut aussi envoyer des vertes avec des rebonds, et on peut aussi, ça c'est une technique que peuvent utiliser certains joueurs avec un niveau un petit peu plus bas qui espèrent les coups de bol, balancer des vertes un peu partout n'importe comment et compter sur le principe fatal de la carapace dite errante, parce que il peut y avoir 5 ou 6 vertes qui traînent en même temps sur le circuit, qui roulent à une vitesse de plus en plus lente, parce que plus elles rebondissent, plus elles ralentissent jusqu'à un certain moment où elles ont atteint une vitesse de croisière. Maintenant, ça les oublier. Il y en a certaines, elles sont très mal placées. Elles arrivent, piège, en fait. On s'y attend plus, elles arrivent, on se dit mais non, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle fout là, et parfois on perd une superbe partie gâchée à cause d'une verte, qui peut très bien être celle qu'on a envoyée soi-même au début en plus, hein, on sait pas. D'accord. Et donc, voilà. Et donc là, on va voir un exemple typique sur cette vidéo, donc d'un cas où on va dire
la patience de Todd en bas à payer parce que finalement Koopa en haut avait l'avantage avec enfin il y avait encore 2 ballons on va dire, donc avec 2 ballons théoriquement on est encore tranquille pour un petit bout de temps. Il se prend une verte à laquelle on s'attend pas du tout et derrière Todd est dans le bon axe, il a une rouge donc l'autre le temps qu'il redémarre c'est fini. Là la rouge il peut rien faire, il peut pas l'éviter. D'accord. Donc c'est très énervant parce qu'on peut perdre 2 ballons en un rien de temps, mais on peut faire pire, on peut perdre 3 ballons en un rien de temps. Ouais. Donc ça c'est une grosse technique. C'est encore pire, c'est une technique si on veut parce que c'est quand même un coup de balle au niveau des options. Ouais. Il y a plusieurs façons de l'appeler, alors en France on peut appeler ça le triplé du jour, personnellement je trouve ça très nul. J'ai tendance à appeler ça le don't move, qui est le terme le plus souvent utilisé. Ouais. Nos amis d'outre-Manche, eux, appellent ça le French hat trick. D'accord. Il n'y a pas de rivalité du tout. Il n'y a pas de rivalité du tout. Ils ne s'en veulent pas du tout. Non, et puis de toute façon, il y a même des rivalités internes, entre guillemets, c'est toujours dans un bon esprit, mais entre les différentes teams françaises. Ouais. Surtout entre la team dite Far West, qui est composée des actuels et anciens joueurs, on va dire, du Grand Nord-Ouest de la France, de Rennes, Tours, Angers, Nantes, dont je fais partie. Ouais. Et dont font aussi partie d'ailleurs 3 autres excellents joueurs. Excellent, c'est d'ailleurs un euphémisme puisqu'il y a quand même le numéro 1 mondial, triple champion de France dedans et le champion d'Europe en titre. Ouais, voilà. D'assez bons joueurs. Et à côté, la team Parigo, qui est... c'est-à-dire, ils ont un chef de file qui s'appelle Harold, qui est vraiment un excellent joueur de battle, que je salue d'ailleurs au passage. Et la team Parigo, c'est le freestyle à outrance, c'est tout fait à l'arrache, mais c'est vraiment une bande de gars super délirants, super sympas, qui est donc en constante rivalité avec la Far West Team, qui elle est un petit peu plus sérieuse, on va dire, qui fait plus la chasse au record et tout. Et donc ce French hat trick... Ce French hat trick en fait, donc oui parce que dans tout ça j'en ai pas parlé, ça consiste tout simplement à exploser les 3 ballons entre guillemets d'un seul coup, on va dire d'affilée. Faut soit avoir une étoile foncée sur l'adversaire pour donc lui faire perdre un ballon et pendant qu'il est immobile, arriver à revenir sur lui comme on peut le voir là et donc lui crever les 2 autres ballons d'affilée, ou carrément avoir de la chance avec les options. C'est-à-dire par exemple on balance une rouge, l'adversaire se prend donc la première rouge, on en a une autre dans la foulée, on lui rebalance une et s'il y a encore une case option dans le coin et que c'est encore une rouge, là c'est une jackpot. Ça c'est vraiment le French hat trick, c'est vraiment le coup fatal. C'est se perdre 3 ballons, mais vraiment dans la même séquence, c'est super dur à encaisser, ça te tue un match de battle, mais ça fait partie du jeu. Ça peut être comparable à un tennisman super fort au niveau des aces qui flingue un jeu entier en faisant 4 aces d'affilée. C'est pareil. Donc voilà, bon ça c'est un gros résumé en fait des techniques du battle. Donc évidemment pour les esquives, on peut aussi utiliser la plume pour sauter par-dessus un mur pour atterrir dans un autre couloir, je t'ai dit. Parfois la plume ne peut pas toujours servir parce que soit on l'utilise trop tard et dans ce cas on se prend la rouge avant, soit on l'utilise pour atterrir dans un autre couloir, manque de peau, l'autre était tellement loin que la rouge avait eu le temps de changer de trajectoire, là on se sent vraiment bête. On peut aussi essayer d'esquiver avec un champignon, mais là c'est plus dur parce que ce qui paraît pas évident au premier abord, c'est que la carapace voit sa vitesse accélérer en même temps que le personnage quand il utilise un champignon. Donc le champignon peut servir éventuellement à aller se planquer très vite dans un couloir et que la rouge n'ait pas le temps d'y aller. Mais quand on est en ligne droite, ça ne sert à rien d'essayer de semer une rouge avec un champignon, c'est inutile. Et évidemment, la meilleure défense, ça reste quand même l'étoile, parce que quand on a une étoile, là on est insensible à toute attaque. Même s'il y a des fois... On s'occupe plus des carapaces. Voilà. On s'occupe surtout d'essayer d'en envoyer une sur l'autre et pour pouvoir après lui foncer dessus avec l'étoile pour finir bien proprement. Le petit coup du français, la pam. Voilà. Ok. Donc voilà pour le battle. Ok. Donc les match race, ça consiste en quoi exactement? Alors le match race en fait, c'est on va dire, pour moi c'est le mode qui mélange le plus les autres modes de SMK. Parce que donc là on revient donc à un mode course plus traditionnel, c'est-à-dire on pilote sur tous les circuits. Mais c'est une opposition entre 2 joueurs uniquement, sans les joueurs gérés par la console. On peut choisir le circuit qu'on veut. Le but évidemment est de finir le premier les 5 tours de course. Mais on dispose de l'intégralité des options qui sont proposées par le jeu. Même du fantôme, qui est donc disponible en mode battle, mais qu'on n'a pas par contre en mode Grand Prix à titre de comparaison. Ah oui, d'accord. Donc en match race, alors là on va montrer tout un tas de vidéos d'affilée donc que je vais commenter. Tout d'abord, ça a un petit air de battle dans le sens où l'adversaire est en permanence considéré comme une cible unique
comme en battle parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que par exemple pour les carapaces rouges, quand on en a une, elle est envoyée systématiquement à l'autre. On peut pas se dire ouais bah c'est un autre qui va se la prendre, non. En Grand Prix ça peut passer, mais en match race non. Comme on dispose de toutes les options, c'est-à-dire banane, pièce, carapace, éclair et tout ça, bah on peut faire tout et n'importe quoi, on peut tenter des techniques héritées du battle. On peut aussi tenter des trucs beaucoup plus violents, comme par exemple un cas, je vais pas dire un cas d'école parce que c'est quand même dur, mais c'est une banane balancée avec une bonne distance qui arrive pile poil sur la trajectoire de l'adversaire. C'est vraiment très moche. Parce que comme on est en course, on a quand même des trajectoires qui sont définies. Et puis bon, quand on connaît les trajectoires. Voilà. Oui, parce qu'en battle, on peut vraiment aller dans tous les sens. C'est difficile. Là, on doit quand même respecter l'ordre du circuit. Et tant qu'à faire, prendre la meilleure trajectoire. Donc, quand on connaît les bonnes trajectoires, on peut espérer tenter des trucs comme ça. C'est très très beau. Alors, la vidéo est pas de super qualité, mais il faut savoir que ça a été enregistré en direct en demi-finale du championnat de France 2007. Donc, c'était un gros moment. Et c'est un peu symboliquement d'ailleurs le passage de témoin à l'époque entre l'ex triple champion de France qui utilisait Buzzer à ce moment-là et le nouveau champion de France, futur champion d'Europe après, qui utilisait Donkey Kong. Donc on va voir aussi que comme en battle, on peut envoyer des rouges un peu n'importe comment. Et là, il y a vraiment un truc évident, c'est que comme l'adversaire sera toujours considéré comme la cible de la rouge, même quand il est deuxième et que vous êtes premier, on peut lui envoyer. C'est-à-dire que le premier peut envoyer une rouge au deuxième. Et donc là, forcément, c'est très violent parce que quand on arrive dans une situation où on peut l'envoyer en arrière en faisant un petit dérapage, et on peut donner un gros handicap au mec qui vous suivait déjà qu'il était à la bourre. Oui, déjà, mais on peut aussi, quand on a beaucoup de retard, projeter une rouge en arrière pour l'envoyer sur le premier. Et donc éventuellement prendre volontairement un peu de retard quand on voit qu'on n'arrivera pas à rattraper l'autre à la régulière, prendre volontairement un peu de retard pour avoir l'angle et envoyer une carapace rouge donc sur l'autre pour après refaire son retard. Et on va notamment voir une Choco Island 1 de folie où là il y avait un tour de retard, la rouge est envoyée, en plus elle projette donc l'adversaire complètement hors des limites du circuit, et alors là, c'est même pas un tour qui est rattrapé, c'est un tour et demi, ce serait pas au dernier tour, là il aurait pu lui prendre un tour et demi. D'accord. Pareil sur Ghost Valley 1, donc dans la ligne droite, là où on voit, là c'est encore plus particulier parce que ça, si l'adversaire sait envoyer la rouge à ce moment-là, l'autre ne peut rien faire pour la bonne et simple raison, quand on arrive sur les espèces de petites planches qui délimitent les places sur la grille de départ, on ne peut pas sauter. Ça bride la possibilité de sauter aux cartes, on ne sait pas pourquoi. Et donc si à ce moment-là une rouge arrive, là on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas sauter par-dessus, on ne peut pas l'esquiver, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment une technique fatale qui est très intéressante. Ou pire encore, ça c'est vraiment gonflé, j'ai envie d'appeler ça la revanche de la rouge. C'est une rouge qui est envoyée à destination de l'adversaire, qui arrive à vous repasser à ce moment-là et qui donc change de place. Donc on est premier, on l'envoie en direction du deuxième, et le deuxième vous passe, donc c'est vous qui êtes deuxième. Donc la rouge, elle est pour vous. Ah oui. Donc vous avez envoyé une rouge et comme l'autre vous a passé, et le temps que la rouge fasse son petit chemin, c'est fini, voilà. Ah oui, c'est violent ça. C'est très violent, c'est très gonflé, c'est pas forcément un truc auquel on pense à chaque fois, ça marche même pas forcément à tous les coups, mais là ça marche très bien. Et puis on va carrément finir par ce petit bug qui est une dédicace perso donc à notre ami triple champion de France. Donc là, donc mon grand ami Pierre alias Card7 qui s'envoie une rouge lui tout seul. On n'a jamais compris ce qui s'est passé, mais j'estime qu'il fallait montrer cette vidéo à la France entière parce que franchement c'est un risible. On a eu une crise de rire de 2 minutes quand on a vu ça, on n'a pas compris. C'est vraiment ridicule. Voilà. Donc il y a des raccourcis et là ça commence à devenir intéressant, c'est des raccourcis que je n'ai pas pu donc montrer avec le time trial parce qu'en time trial on n'a pas d'option. Donc là c'est des raccourcis uniquement utilisables avec option. Voilà, donc qui marche évidemment forcément mieux en Grand Prix puisque le Grand Prix c'est là que ça va le plus vite, mais ça passe en match race. Là je vais montrer des raccourcis qui sont plus ou moins faciles en fait à prendre en match race. Alors celui-là d'abord sur Ghost Valley 3 est très dur à prendre, mais il passe quand même. Donc c'est avec une plume comme beaucoup de raccourcis. Ça permet en fait de gratter un bon gros tiers du circuit, j'ai envie de dire, et de complètement mettre l'adversaire dans le vent quand on était à peu près au même niveau. Et puis surtout quand on réussit, en général c'est assez impressionnant pour l'autre et derrière il se dit qu'est-ce que je vais faire contre ça. Dans le même genre, toujours avec une plume, alors là c'est un finish fabuleux qui se joue vraiment à que dalle, c'est sur Choco Island 1. Donc là c'est simple, c'est presque limite du arrangé dans la catégorie des tricks et des glitches parce que c'est vraiment gonflé. En fait on coupe donc une fois qu'on a franchi la première zone avec les tremplins au début,
on va faire carrément un demi-tour en prenant si possible le plus de dérapage possible pour faire un boost, arriver dans la terre et on saute avec la plume par-dessus le mur et là on se retrouve au niveau de la ligne d'arrivée et on a zappé la moitié du circuit. Voilà. Et dans un dernier tour, comme la configuration qu'on vient de voir, c'est fatal. Le mec avait quasiment, le mec en l'occasion d'ailleurs c'est moi, je dis le mec mais c'est moi sur la vidéo. Donc j'ai presque 3/4 de tour dans la figure et pourtant grâce à cette plume je retourne la situation, ce qui prouve que dans ce mode vraiment, bon là c'est aussi bien option que pilotage mais c'est moins une technique héritée du battle parce que ça nécessite plus quand même une maîtrise de la conduite pour y parvenir. Ah. Donc là en fait c'est à Rainbow Road. On arrive donc face à la ligne de chronométrage en fait, alors qu'on est plutôt au début du circuit, mais on voit la ligne donc, qui est perpendiculaire et on voit la ligne de chronométrage qui est dans la continuité. Et donc on s'approche du bord du circuit au lieu de prendre le virage, on saute dans le vide avec la plume, on tourne légèrement à droite et là on arrive à la fin du circuit en fait, dans le vide, mais dans la zone où la ligne se prolonge. Et donc, un peu comme sur la plage. Au début où tu passes la ligne... Voilà, il y a un petit peu de ça effectivement, c'est-à-dire on passe la ligne d'arrivée pas du tout sur le circuit, mais on la passe quand même parce qu'elle se prolonge dans le vide et on arrive vraiment pile poil dans le coin où elle se prolonge. Et ça c'est vraiment une stratégie qui fait mal parce que quand on voit que l'adversaire a une plume sur une brode, on se dit il va la tenter, il va pas la tenter. Pour finir avec les raccourcis à la plume, il y a celui désormais vraiment complètement passé dans les mœurs de Choco Island 2 qui est vraiment gonflé, qui permet en mode Grand Prix notamment de faire des tours en 3 secondes. Oui. Au lieu de 11-12. Là c'est simple, dès qu'on a franchi la ligne d'arrivée, voire même pendant qu'on l'a franchi, tout de suite, on coupe à droite à mort, on saute par-dessus le mur et on est dans le dernier virage. Voilà. Ouais. C'est vraiment très moche, mais ça passe. Et encore une fois, c'est la preuve que si on n'a pas les options, voilà, on peut avoir 3/4 tours d'avance, que l'adversaire est une plume et qui fout tout en l'air. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Ça a l'air à peu près homologué par le jeu, quoi. En fait, de toute façon c'est homologué par le jeu et puis c'est homologué même dans les championnats parce que donc on a tous les ans des grosses discussions sur les règlements mais ces raccourcis là on les autorise. Ce qu'on interdit en fait en championnat, c'est ce qui n'est pas vraiment des raccourcis qui ne nécessitent pas de pilotage, c'est plus des exploitations de bugs, notamment une technique de contournement de ligne qui est assez foireuse, qui marche sur les Culpa Beach notamment. Alors j'ai jamais compris le truc et j'en montrerai pas, d'une parce que c'est moche, et deux parce que c'est pas autorisé, et de trois parce que je sais pas le faire. D'accord. Mais en fait, grosso modo, il faut arriver à faire un demi-tour au niveau de la ligne, plonger dans la flotte, se faire repêcher par l'Akitu qui vous remet au niveau de la ligne et qui nous a fait franchir un tour par miracle, on sait pas comment. C'est un glitch, c'est moche. Et c'est interdit. C'est strictement interdit en championnat et c'est évidemment complètement interdit dans les classements de time trial. Donc les gens sont immolés s'ils font ça, pas direct. Ils le sont pas, mais ce serait pas forcément une mauvaise idée. Un truc que j'ai très très brièvement montré en time trial lors de la précédente émission et que je vais surtout montrer en Grand Prix après, c'est donc le long boost. Oui. Le long boost, donc j'avais expliqué brièvement qu'il faut arriver avec une flèche turbo ou un champignon en sautant contre un mur pour générer un boost très puissant après. Ici, comme sur cette vidéo, on peut le coupler à Mario Circuit 2 avec le mur qui se trouve avant un petit peu avant donc le jump pour arriver déjà en long boost sur les flèches turbo et sur le jump pour faire un saut très puissant et donc arriver de très loin. C'est une technique qui n'est pas super connue, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la montrer. Ensuite, le fameux Infinite Boost qu'on avait montré à Mario Circuit 2. Là, il est très très important sur un circuit, qui est Mario Circuit 3. Sur Mario Circuit 3, donc on a une flèche turbo au tout début, juste avant la ligne de chronométrage. Et le truc, c'est que si avec Mario Luigi ça passe nickel, c'est un petit peu dur avec Donkey Kong Bowser, c'est pour ça qu'on le montre avec Mario Luigi sur cette vidéo. En gros, on arrive en faisant un boost sur la flèche et là on fait un tour entier, un Infinite Boost et tout le tour passe, ce qui fait qu'on peut faire une Mario Circuit 3 entière avec un Infinite Boost. Et là évidemment, c'est très spectaculaire si les deux joueurs savent le faire, parce qu'on peut avoir une bataille d'Infinite Boost et là ça se joue à une seule chose, à qui va prendre la trajectoire la plus serrée au risque de perdre son boost infini, ou alors qui aura la chance d'avoir une rouge derrière l'autre, parce que comme on peut pas sauter pendant un Infinite Boost, celui qui a une rouge et qui a l'autre devant lui, voilà. Pour finir sur le raccourci, cette vidéo d'un combo entre un long boost et une plume qui est quand même assez tordu. Donc c'est à Bowser Castle 1 et là donc on prend les flèches turbo qui sont donc on va dire à la fin du premier tiers du circuit. On arrive sur un mur en le cognant, donc juste après la flèche turbo, on est en long boost, on tourne à gauche et là au lieu d'aller prendre la partie avec les bumpers,
on prend la plume juste avant d'arriver sur le mur et on franchit toute l'étendue de lave. Pourquoi? Parce que le boost donne une très grosse vitesse et donc la vitesse du long boost couplée à la plume permet de franchir toute cette étendue de lave et donc de gagner quand même plusieurs secondes. Donc voilà, ça c'était pour les raccourcis intéressants à exploiter en match race. Et donc je voulais parler de grosses bagarres qui sont intéressantes. D'abord un coup vraiment foireux qui est digne franchement des coups qu'on peut se faire en battle, sauf que là c'est pas pour perdre un ballon, c'est qu'à Ghost Valley, surtout la 1 et à Ghost Valley et à Rainbow Road, qui sont des circuits où il n'y a pas de rebord sur la ligne droite, si les deux personnages démarrent en même temps, à la même vitesse, c'est encore plus spectaculaire si les deux ont réussi un départ canon. Là on joue des épaules, on se donne des coups. Et on va dire que celui qui a donné le coup le plus fort peut balancer l'autre hors piste. D'accord, parce que quand tu donnes des coups, tu ralentis pas. Mais les deux ralentissent de la même façon. Alors en fait, on ralentit pas pour la bonne simple raison qu'il y a une technique que je n'ai pas abordée en time trial, d'ailleurs c'était une petite erreur de ma part, c'est qu'en fait, à Super Mario Kart, quand on cogne un mur en phase ascendante en ayant sauté, on est repoussé juste après en arrière, mais on n'a pas perdu de vitesse. C'est-à-dire on saute en fait contre le mur, le kart en fait il saute, il fait, voilà on va le faire avec le kart exactement, donc il saute, il fait un petit saut comme ça, hop, il cogne, il revient en arrière et hop, après il repart comme ça, tandis que si le cogne en phase descendante, ça va le bloquer. Donc on répète, après en plus il y a la friction, j'avais pas pensé à ça, on répète, on fait hop, clac, voilà. Par contre ça, c'est pas bon, ça bloque. Voilà. Et donc quand on a deux personnages qui se bagarrent, on va dire qu'on est au début de Ghost Valley 1, donc on va mettre Bowser à droite puisque Bowser doit tomber et Donkey doit rester. Voilà. Ça c'est le départ, on est à Ghost Valley 1, hop, je joue des coudes, bang, voilà. Et on repart. C'est basique. C'est tout bête. Évidemment, si les deux joueurs ont la même idée de se donner des coups en même temps, bah là c'est celui qui va taper le plus fort et on peut s'en donner après, etc., Et donc il faut sauter juste avant de cogner l'autre. Il faut sauter juste avant de le cogner parce que si on saute trop tôt et qu'on retombe dessus, là on va être arrêté. On va pas tomber dans le trou, mais on risque d'être arrêté et donc c'est pas très intéressant. Bah, c'est pire, disons que on peut faire tomber l'autre et repartir quasiment en même temps que lui parce que bon, le gain de temps n'aura pas été important. Et on va finir sur cette bagarre fantastique au dernier tour sur Ghost Valley 3 où là on voit vraiment un exemple total de ce qu'il ne faut pas faire en termes de fair play, c'est-à-dire bloquer complètement l'adversaire, le tasser sur la droite pour l'obliger à tomber. Là j'ai pas réussi à le faire tomber, mais j'ai quand même bien pourri la vie, du coup il était obligé de me pousser pour que je puisse moi-même prendre le dernier virage, donc ça c'était un finish de folie, et quand on en fait des comme ça, même celui qui a perdu à la rigueur, bon il est déçu mais il est content quand même pour le spectacle, il se dit c'est sympa quoi. Et en championnat c'est genre un truc quand même bien à voir. Alors pour finir sur le spectacle, un élément donc déterminant, vraiment super déterminant, c'est les pièces, qui ont l'air d'être vraiment un objet sans intérêt. C'est inutile, voilà. Et ben non, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les pièces, en fait, quand on en a plus de 10, effectivement, ça ne change rien, mais de 0 à 10, ça change la vitesse maximale du kart. D'accord. Et donc là, on va voir un exemple qui a été... Alors ça, on l'a fait exprès, en fait, c'est une petite bagarre entre monsieur Kart 7, numéro 1 mondial, et moi-même. Je suis toujours Donkey, ça n'avait pas à se poser la question. Donc j'ai volontairement pris moins de pièces que lui, je dois en avoir 7 ou 8, j'en ai 8. Et lui, donc on a plus de 10, donc il a la vitesse maximale qu'on puisse avoir à fond. Moi je suis un peu plus lent et donc on a l'impression qu'il fait en fait une espèce d'aspiration sur mon kart en ligne droite, mais non, c'est juste parce qu'il a plus de pièces. Et là encore, c'est pas révélateur, mais on va montrer bien pire, on va montrer un finish à Rainbow Road qui parle de lui-même, parce que donc là j'ai vraiment, encore une fois, choisi d'avoir très peu de pièces, j'en ai 3. Lui il y en a beaucoup plus, donc là il fond sur moi, il a un champignon, il va même pas s'en servir parce que donc il va fondre sur moi à toute allure parce qu'il est beaucoup plus rapide grâce à ses pièces, et donc il me grille vraiment au tout dernier moment sur la ligne d'arrivée, alors qu'il avait quand même un bon retard qu'il n'aurait pas pu du tout combler si on avait eu le même nombre de pièces. Donc ça a son importance. En résumé, en match race, toutes les options ont leur importance. C'est clair. Et ça tombe bien parce que c'est le mode où toutes les options sont disponibles. Que ce soit les carapaces vertes et rouges qu'on peut envoyer de la même façon qu'en battle, les bananes qu'on peut essayer de poser à des endroits vicieux sur la trajectoire, les champignons pour faire des longs boosts ou prendre des raccourcis, les plumes pour prendre des raccourcis, les pièces donc, ont aussi leur importance, et donc évidemment l'étoile pour aller très vite et puis cogner l'autre, et l'éclair qui est évidemment l'option fatale. Et une autre spécificité, c'est que sur certains circuits, ils ont balancé des espèces de boules noires qui vont d'un bout à l'autre de la piste, qui en fait se balancent d'un mur à l'autre, qui font une espèce de petit barrage en fait. Et donc ça fait un petit challenge supplémentaire à éviter. Et en général, c'est pas courant qu'une course de match race se finisse sans qu'il y ait une des deux boules noires qui est dégagée, soit parce qu'on l'a dégagée avec une option, en balançant une carapace dessus, soit parce qu'il y en a un qui s'y est pris, parce qu'elles sont toujours placées à des endroits où elles prennent bien la tête. Forcément.
On est en mode Grand Prix, Ouais. donc on va pas voir de Grand Prix en entier, hein. On va Non. juste voir des petits extraits. Des séquences. Petit exemple bien parlant de la vitesse à laquelle ça va. Voilà. Là, on voit, ça va très Ouais, très le vite. 150 cm3, c'est carrément autre chose, quoi. C'est la catégorie la plus rapide du jeu. C'est vraiment celle où les personnages filent à toute allure. On voit par rapport au time trial, au match race qu'on est entré avant, que vraiment des virages défilent à toute allure, que en ligne droite c'est impressionnant. On voit qu'on est obligé de faire des dérapages de malade avec Donkey Kong vraiment pour s'en sortir. Et donc voilà, c'est un mode qui va très vite. Et donc du coup, la physique du jeu est pas recalée là. T'es obligé de déraper comme C'est d'habitude. exactement comme time trial, il faut conduire de la même façon, sauf qu'il faut s'adapter à la vitesse. Voilà. Donc prendre les virages différemment et compter surtout avec le fait qu'il y a des adversaires sur la piste, puisque c'est le seul mode où les adversaires gérés par la console sont là. Ouais. Donc là, on va parler du Grand Prix à 2, pour continuer dans l'optique du multiplayer en fait. Ouais. Donc le Grand Prix à 2 va très vite. Et là, le pilotage va plus jouer quand même que l'utilisation des options. Ouais. Comme on peut le voir avec tous ces tours, donc l'utilisation des options, elle sert surtout pour les shortcuts en fait, pour faire des circuits encore plus vite. Alors là, par exemple, les champignons à Rainbow, ça c'est assez impressionnant. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est le mot qui s'impose. Donc pour faire des tours d'une vitesse pas possible. Ouais. Et alors une des spécificités du Grand Prix vraiment, c'est le long boost. Alors, le long boost, c'est surtout en Grand Prix vraiment qui est très utilisé. Ouais. Donc voilà, ça c'est un long boost. Donc il y a un ralenti après pour montrer exactement qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que là on a vu qu'il a vraiment fusé à une vitesse pas possible. Donc voilà, au ralenti on voit la technique. Foncer sur un mur avec un champignon, se mettre légèrement de travers, sauter, cogner le mur en phase ascendante, ne pas relâcher le bouton R mais relâcher l'accélérateur. Et donc on fait un boost très long, Et très la vite, vitesse. très vite. Voilà. Là, de toute façon, même au ralenti, ça donne l'impression d'aller plus vite que du 50 cm3. Et passer entre les deux tuyaux en plus. Enfin, Et voilà, donc bien, on peut faire long boost sur plein de circuits, notamment à Donut Plains 1 ici. Ouais. On peut en faire aussi à Choco Island 1 qui est l'un des deux circuits vraiment où c'est le plus intéressant parce que là vraiment ça déchire, c'est génial. Voilà. Là c'est super. Les sauts, c'était quoi? C'était juste des boss? Non, voilà, c'est des boss. Voilà la vitesse, ouais. voilà le saut que fait faire une boss à Choco Island 1. Et puis pareil, Mario Circuit 3 pour finir. Et là avec le petit bonus, c'est qu'en plus on arrive fond sur la flèche qui génère un boost infini dans la foulée. Là c'est carrément un gonflé. boost infini, quoi. Voilà. Parfait. Et puis à Chocolat 2, on peut aussi en faire un, voilà. Et on va voir un petit ralenti parce que celui-là était vraiment pris complètement de travers et ça passe quand même. Et voilà, on finit un tour à une vitesse hallucinante. Voilà. Donc le but de sauter, on colle le mur quand on monte, c'est très important. Si on colle quand on descend, ça marche pas. Et voilà. Donc le personnage il est de travers, il est en boost. Et la durée d'un long boost elle varie. Hein. Franchement, elle peut être très longue comme elle peut être très courte si on l'a foiré. Ça, c'est un long boost parfaitement réussi, parfaitement maîtrisé, qui rate pas. Le long boost aide aussi à prendre des raccourcis super, comme cette plume qu'on voit en bas. Ou beaucoup plus tordu, comme cette plume qu'on va voir juste après, parce que ça, c'est un replay. Ça a été fait au championnat de France 2007. Donc, ce qui prouve que même malgré la pression et l'enjeu, les joueurs arrivent quand même encore à sortir ces techniques super difficiles. Donc il y a l'entraînement suffisant pour arriver vraiment à les sortir dans des conditions pas évidentes. Un autre raccourci du même type, beaucoup moins populaire, c'est pareil, il y a quelques raccourcis comme ça pas très connus que j'aime bien montrer. Celui-là c'est un long boost avec plume qui permet d'arriver au niveau de la ligne. Voilà, flèche, mur, saut. Voilà, là on arrive au niveau de la ligne de chronométrage. C'est sympa. On le ralentit. Il faut vraiment revenir en arrière. On revient en arrière, on arrive sur la flèche turbo, on a donc un turbo, on saute, on cogne le mur, le long boost se génère et là on a très peu de temps pour réagir, faut sauter au dernier moment. On oblique un peu vers la droite tant qu'à faire pour prendre une bonne trajectoire et on arrive. On saute contre le mur pour pouvoir ne pas perdre de temps. Exactement, t'as tout compris, tu peux t'inscrire au championnat maintenant. Et là donc ce fameux shortcut avec la plume à Chocolat 1 qui est magnifique. Très très beau. Voilà, on revoit, on fait en arrière, on fait un boost pour que tant qu'à faire ça le plus vite possible, on saute. Donc ça c'est interdit ça. Par-dessus le mur. Ah celui-là est autorisé. Ah celui-là c'est pas un glitch, c'est vraiment un vrai raccourci. Ah oui. Et c'est celui-là, ouais. Voilà. Celui-là est sympa aussi. Très cool. Ça c'est des trucs qui en match race à mon avis celui-là, je crois qu'en match race il passe pas. Parce que vraiment là il faut la vitesse du GP, on voit clairement. Juste. Voilà.
Et puis bon, bah donc, celui de là, on coupe carrément même avant d'avoir pris la ligne pour pouvoir en fait être en l'air au moment où on franchit la ligne. Et donc là, on a fait un tour complet. Voilà. Ça ressemble presque à du glitch, mais c'en est pas un parce que là, on a vraiment exploité la logique du circuit. Ouais. On a franchi le tour, comme on le voit. On voit Voilà. Lucky Tu qui arrive avec le panneau. Et bah donc, on arrive dans le... Voilà. Pareil à Bother Castle 3, donc avec un raccourci avec une plume qui lui par contre aussi fonctionne en match race, mais bon c'est pareil, là on a fait les 2 tiers du circuit très rapidement. Et puis un dernier raccourci, 2 derniers raccourcis pardon, donc qui sont à Ghost Valley 3, on avait vu en match race, il passe aussi. Voilà. Et puis donc celui de Rainbow Road dont j'avais parlé, on voit un ralenti quand même pour voir à quel point c'est vraiment au dernier moment qu'il faut sauter. Oui, c'est clair. Et aussi à quel point c'est au dernier moment qu'on atterrit. C'est super tendu. Donc là on a Rainbow Road avec le coup de la plume que j'avais déjà expliqué, qui n'a pas suffi néanmoins pour aux deuxième personnes pour terminer deuxième. Ça se joue à quelques centièmes, on voit l'autre qui arrive en même temps. Tous les deux sur la ligne, Ouais. non. Voilà. D'accord. Mais c'est très intéressant quand on arrive à chipper la première place de l'autre dans ces conditions. Ouais, c'est clair. Alors ça c'est pour montrer quand même que l'utilisation des options peut avoir son importance quand même malgré tout en Grand Prix. C'est-à-dire là par exemple c'est une verte envoyée avec des rebonds partout. Voilà. C'est un coup vraiment hérité. C'est prévu ça? Oui, c'est un coup hérité dignement du ouais. battle, c'est gonflé mais ça marche. Et puis on peut aussi esquiver des carapaces rouges en Grand Prix, voilà, avec un petit contournement. Ouais. Bon là elle est un peu vite aussi. Donc voilà. Donc voilà, donc le Grand Prix mode qui privilégie quand même davantage le pilotage à la stratégie. Il faut vraiment aller très vite, c'est tout ce qu'on demande. D'ailleurs, le mode Grand Prix a son classement des records aussi, avec Conquer Time Trial, pour avoir le plus d'enseignements possible donc, sur ce championnat, qui n'est plus vraiment un championnat de France, ni même un championnat d'Europe, mais carrément un championnat du monde en cette année 2009. Voilà. Donc tout se passe sur www.championnat-smk.org. Pour ce qui est des classements mondiaux en time trial, que ce soit en PAL ou en NTSC, puisqu'il y a 2 classements différents, c'est sur mariokartplayers.com/smk. Et pour ce qui est du classement mondial des temps en Grand Prix 150, j'espère que je ne vais pas dire d'erreur parce que je suis pas sûr, mais je crois. Mais on vérifiera après. On vérifiera. La magie corrigera automatiquement. Exactement. Donc vous avez peut-être en bas de votre écran, là, voilà, je le montre, la bonne adresse. Et j'en profite quand même pour faire une petite série de dédicaces rapides. Une pub pour mon site personnel sur l'univers de Mario, qui existe depuis plus longtemps que le championnat de France sur Mario Kart, depuis 2001, qui s'appelle Mario Museum. C'est sur www.mario-museum.net, qui est partenaire du championnat Mario Kart d'ailleurs depuis l'année dernière. Le site aussi d'un de mes grands amis qui s'appelle FF6man, qui fait partie de la team Parigo, malheureusement pour lui, et donc, qui est un expert en switchage de Super Nintendo, pour donc pouvoir modifier votre Super Nintendo pour jouer en 60 Hz et dézoner votre Super NES pour jouer aux jeux Jap et US. Comme ça, vous pourrez jouer à vos cartouches NTSC de SMK sur la même console. Les deux qu'on a vu là, elles passent dans la même console qui est juste à côté là. Ah oui, la console toute moche, très abîmée. Voilà. Voilà, cette magnifique console qui est dans un état pas possible, qui a subi les ravages de la poste, qui a le port manette, le port cartouche modifié pour pouvoir faire entrer cartouche US et qui a les 2 switches magiques à l'arrière pour le dézonage. C'est très beau. Voilà. Ça fait envie. Ça fait très envie. J'aurais dû ramener une Super NES un petit peu moins pourrie que ça, mais bon. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur comment ça se passe, et surtout en plus c'est pas cher puisque c'est gratuit, faites-vous switcher vos Super NES sur ff6man.fr, vous avez l'URL donc qui est en bas, ff6man.fr/switchnes, donc vous avez donc l'adresse qui est en bas. Donc je remercie donc toute l'équipe de No Life, je remercie tous les membres de la communauté SMK, qu'elle soit francophone ou internationale, avec un remerciement quand même particulier à monsieur Sami Settine pour avoir lancé le site du classement mondial en 99. Donc à toute la communauté francophone et à Cédric Ludweiler alias CL Brun pour donc gérer le championnat depuis 2005. Également donc à FF6man pour le support technique d'une manière générale, pour m'avoir permis de jouer SMK en Jap notamment et d'avoir découvert qu'en version NTSC c'est pas du tout le même jeu qu'en PAL. Peut-être que ça fera l'objet d'une 3e émission. Oui, parce qu'il y a encore des choses à dire, voilà. C'est fou quoi. Un grand remerciement donc à mon partenaire d'entraînement perpétuel qui est de choix quand même puisque c'est le numéro 1 mondial, donc Pierre Cart7, voilà, avec qui ont été faites beaucoup des vidéos, quasiment toutes les vidéos de Players que vous avez vues. Un
un grand remerciement aussi à Florent, alias Neo, qui a fait toutes les vidéos de Time Trial et de GP solo pour cette émission. Et puis un gros bisou aussi à ma chère et tendre quand même, qui a l'immense mérite d'être une des rares femmes de joueurs de la communauté à complètement comprendre la passion de son mec, et je dois quand même dire que c'est elle qui m'a poussé à m'en mettre à SMK alors que je m'étais arrêté. Voilà. Bravo. Donc, merci à toi Claire, je te fais un gros bisou, Ouais, je t'aime très fort. franchement, chanceux. Ouais. Bravo. Voilà. Eh ben, merci en tout cas, et puis Et puis j'ai oublié une grosse dédicace à Monsieur Banane qui sait pas jouer à SMK et puis qui fait du scoring à Street Fighter parce que c'est quand même lui qui m'a dit va chez No Life. ouais, Voilà. ouais, d'accord. Donc merci à toi. Ah merde, j'ai dit son nom. Oups, on lui fera. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.